Allez, on va commencer par cette première table ronde. On aura deux personnes avec nous en présentiel et une personne en visio. Je vais vous demander d'accueillir Rémi Knafo qui lui sera en visio malheureusement. On va l'avoir sur l'écran, sur le rétroprojecteur. Rémi Knafo est géographe, professeur émérite à l'université Paris 1 Sorbonne. Nous allons avoir également sur cette table ronde Jean-Louis Moret qui est dans la salle, que je vais demander s'il peut me rejoindre, qui est responsable du pôle ingénierie et développement à l'ATC, et Virginie Picon-Lefebvre, qui est architecte, urbaniste et professeur à l'école Paris-Belleville. Bonjour à tous les deux. Alors, est-ce que nous avons M. Knafo avec nous? Oui, Rémi Knafo, je suis là. Oui, professeur, merci d'être avec nous. On aurait bien voulu vous avoir physiquement avec nous, mais vous avez des petits soucis, mais vous êtes quand même présent. Vous nous avez dit, je serai là quoi qu'il arrive, donc merci pour votre présence. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on va faire, chacun de nos intervenants vont faire une petite présentation assez courte. Et puis, après, on pourra attaquer les questions-réponses avec vous. Mais professeur, vous avez la parole, vous êtes le premier. On vous laisse la main. Oui. En tout cas, je suis désolé de ne pouvoir être présent physiquement parmi vous. Et puis, je suis également désolé par avance d'être un peu lapidaire ou allusif dans mon propos, mais je n'ai qu'une dizaine de minutes il m'a été demandé de parler, de présenter, de définir le tourisme durable, puis le tourisme régénératif. Je vais essayer de le faire dans le temps imparti. Alors, le tourisme durable, c'est la déclinaison au tourisme du développement durable, qui est un concept qui a été inventé en 1987 et dont la définition est un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. D'emblée, il faut signaler un réel problème, c'est celui de la traduction en français de la langue originale Sustainable Development. Puisque en français, après des hésitations, au lieu de traduire par soutenable comme cela a été fait dans la plupart des autres langues, on l'a traduit par durable, ce qui a affaibli indiscutablement la signification de ce concept, laisser croire qu'un développement peut durer même s'il est écologiquement destructeur est une impasse. Et cette traduction a introduit du flou, a favorisé des politiques assez molles et l'appropriation par le marketing qui a caricaturé le tout. Alors, c'est en 1995 que ce concept de développement durable a été décliné dans le secteur du tourisme avec la charte du tourisme durable élaborée aux Canaries et avec une définition qui est donnée par l'OMT que je vous donne. C'est un tourisme qui tient compte pleinement de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. On voit que c'est une définition large, assez floue, attrape-tout, contradictoire aussi. Ça ne l'a pas empêché, ou au contraire, ça a probablement facilité un succès universel, puisque la formule a été reprise dans le monde entier, souvent galvaudée de ce fait, répétée à l'envi. Mais le fait qu'au bout de 30 ans, on en soit souvent encore à se demander comment on la met en pratique, fait qu'on peut se poser des problèmes et noter qu'il y a eu dans l'utilisation, le recours à ce concept, à cette définition, beaucoup d'éco-blanchiment. Néanmoins, je crois qu'il faut y voir un levier de mobilisation, de prise de conscience et d'action en vue de se positionner, d'œuvrer en faveur de la transition climatique. Et il y a beaucoup de réalisations concrètes qui sont au crédit des politiques de tourisme durable. Dans le bâti touristique lui-même, donc on construit maintenant, on a des bâtiments de plus en plus neutres énergétiquement. Dans la gestion des hôtels, la recherche des économies d'eau, de produits d'entretien, moins de gâchis, moins de déchets. Dans des politiques qui adoptent des programmes visant de plus en plus à la neutralité carbone, des politiques qui favorisent des transports publics bas carbone,
des politiques qui favorisent l'utilisation des produits locaux. Et puis je voudrais noter une initiative intéressante des Baléares, et à ce sujet je salue mon collègue et ami Bikatsegui. Les Baléares qui, depuis 2016, ont institué une taxe sur le tourisme durable appliquée à tous les séjours dans l'hébergement touristique. Elle a rapporté en 2023 100 millions d'euros et est ensuite affectée à des projets d'intérêt général dans le domaine du tourisme durable, en particulier environnemental, y compris de restauration environnementale, ce qui montre bien qu'on n'a pas attendu le développement du tourisme régénératif pour aller dans cette direction-là. Alors, tout ceci est important, mais laisse un angle mort dans ce secteur du tourisme qui, il faut le rappeler, en France, représente 11% des émissions de gaz à effet de serre, dont 70% à peu près au transport, et en particulier au transport aérien. Et l'angle mort, c'est précisément la question de l'avion et des clientèles lointaines qui plombent l'empreinte carbone des lieux qui sont devenus des hauts lieux mondialisés et qui attirent des touristes du monde entier. Alors, ce que je note en observateur de ce qui se passe dans le champ du tourisme, c'est que depuis peu de temps, après des critiques qui ont émergé depuis longtemps, je vois dans les rassemblements professionnels liés au tourisme, l'heure est à la critique du tourisme durable, voire à annoncer sa mort. Ce pronostic ou cette prévision vient en quelque sorte prendre acte du fait que le tourisme régénératif, précisément, est prêt à prendre la relève. Alors, quelques mots sur la définition du tourisme régénératif. Il est présenté comme allant plus loin que le tourisme durable, alors que ce dernier vise à minimiser les impacts négatifs du tourisme. C'est une manière un peu réductrice d'ailleurs de le présenter. Le tourisme régénératif cherche à restaurer, à régénérer les lieux visités en développant le respect de l'environnement, la contribution au bien-être des communautés locales, l'engagement envers la biodiversité et les écosystèmes, le tout avec un arrière-plan de décroissance ou en tout cas de dénonciation de la croissance exponentielle du secteur touristique. Alors, ce qui me frappe quand j'observe ce qui se fait dans le domaine du tourisme régénératif, c'est l'écart entre la théorie et la pratique réellement mise en œuvre. Quand, par exemple, on propose à des touristes venus d'autres continents d'œuvrer concrètement à la restauration des récifs coralliens, que ce soit au Costa Rica, en Australie, à Bali, on touche le fond de la publicité, dans la mesure où c'est en bonne partie l'émission du CO2 par les avions amenant les touristes qui contribuent à blanchir les coraux. Donc on a là des situations qui ne sont pas, pour moi, complètement convaincantes. Lorsque l'Islande prend comme slogan « Laissez l'Islande meilleure que vous ne l'avez trouvée », je m'interroge, parce que finalement, laisser l'Islande meilleure que vous ne l'avez trouvée, elle sera meilleure du fait de l'argent que les touristes y auront dépensé, ce qui est un constat vieux comme le tourisme, et ensuite de la manière dont les autorités islandaises utiliseront cet argent, ce qui est bien le problème en cause. Quand je vois l'un des complexes écotouristique les plus présentés au titre du tourisme régénératif, qui est Playa Viva au Mexique, qui paraît un complexe effectivement très soucieux de l'environnement et de sa relation avec les communautés locales. Mais quand je vais regarder quel est le prix moyen de la nuitée, sans parler des repas, c'est de l'ordre de 1 000 $. On voit bien qu'on est là à une échelle qui ne correspond pas à l'échelle des problèmes à résoudre, et que c'est finalement, ça peut aussi servir à donner bonne conscience aux touristes les plus fortunés, qui sont aussi les plus pollueurs. Et donc, si la démarche régénératrice, qui me paraît riche et intéressante, telle qu'elle est interprétée par le marketing touristique, relève de la pensée magique, elle est aussi une méthode intéressante pour s'engager dans une démarche qui est systémique, exigeante, quand elle, je répète, elle n'est pas réduite à cette dimension marketing. Alors de tout cela, en conclusion, pour tenir le temps imparti, je tire 4 enseignements. Le premier, c'est de prêter davantage d'attention aux actions concrètes plutôt qu'aux concepts revisités par un marketing simplificateur et caricatural. Je crois qu'il y a beaucoup d'exemples dont on gagne à s'inspirer, qu'un benchmarking des destinations est très utile pour pouvoir se positionner
positionner par rapport à ce qui se fait. Deuxième enseignement, je suis assez réservé vis-à-vis des stratégies que tout le monde prend en même temps. J'ai toujours été frappé en regardant l'histoire longue du tourisme de voir que les lieux, les destinations faisaient à peu près les mêmes choix à peu près en même temps, alors que, comme le rappelait à juste titre Monsieur le maire il y a quelques minutes, ce qui est important pour les territoires, c'est d'exprimer leur identité, leur singularité et de savoir se différencier des autres. Troisième enseignement, la nécessité de prendre en compte la provenance des clientèles et la manière même dont elles arrivent dans les lieux touristiques me paraît être à l'avenir un critère d'évaluation de toute politique touristique territoriale. Et enfin, quatrième enseignement, et qui résume un peu tout ça et en fait la synthèse, je crois nécessaire de respecter les équilibres dans une démarche systémique, équilibre entre l'homme et la nature, équilibre entre population d'accueil et touristes. L'adaptation des territoires au temps qui viennent passe, comme cela aussi a été rappelé par Monsieur le maire il y a quelques minutes, passe par la production concertée, produite en commun, d'un projet local qui corresponde aux potentialités du territoire, ainsi qu'aux souhaits et possibilités de la population. Faire le choix qui corresponde le mieux à l'identité d'un territoire, à sa singularité, à ce qu'une population peut construire et porter, me paraît être la vision raisonnable. Et ayant travaillé récemment sur un archipel norvégien qui sont les Lofoten, au nord du cercle arctique, j'ai pu noter que dans le projet qu'ils ont produit en 2020, pour arriver à ce projet qui est maintenant porté par l'ensemble de la population, il a fallu pas moins de 125 réunions en 8 semaines, et je crois qu'on a là une des clés de la réussite d'une ambition touristique, et qui, au Lofoten, se résume par une formule. La population a choisi de faire valoir le droit de vivre dans un lieu avant d'y travailler pour des touristes. Et ceci n'exclut pas ce qui a été rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire l'importance accordée au tourisme, voire l'amour qu'on peut vouer à cette activité devenue centrale dans beaucoup de territoires. Merci pour votre attention. Merci, professeur. Merci pour votre intervention. Et d'une justesse, vous êtes d'une ponctualité suisse. On vous a fait exactement 10 minutes, bravo à vous. On va revenir bien évidemment après, pendant le débat, sur notamment les problèmes d'empreinte carbone et aussi le respect entre les populations locales et tous ces touristes qui arrivent. Deuxième personne de cette table ronde, Jean-Louis Moretti, je rappelle, qui est responsable du pôle ingénierie et développement à l'ATC, l'agence du tourisme en Corse. Jean-Louis, c'est à vous pour votre présentation. Alors, si vous avez des petits slides, je vous donne la petite tablette magique. Voilà, et puis après, logiquement, ça va fonctionner. Vous devez juste viser, parce que le récepteur est au niveau du projecteur, en haut, là-bas. Voilà, absolument, c'est une petite flèche. Après, en technique, je suis absolument mauvais, donc on va être deux. Ah, ça marche. Ah, ça marche. Ouais, vous pouvez prenez-le et rapprochez-le, ce sera plus simple. Vous pouvez le. Ah, ça marche. Ce sera plus facile, plus fluide. Ok. Bien. Bon, merci. Merci à tous. Merci à Jean-Christophe de nous accueillir dans ce bel endroit tous les ans. Alors, 10 minutes, c'est vite passé. Du coup, ce que je vous propose, c'est un regard rétrospectif sur une décennie. Comme ça fait 1 minute par an. Je vais essayer de tenir. Pourquoi cette décennie? Parce que elle correspond aux 10 ans du PADUC, vous le savez, octobre 2015, et nous sommes en novembre 2025. Le PADUC, d'ailleurs, en cours de révision. Alors, oui, c'est là. Ça marche, et ça marche. Ça marche? Oui, ça marche. Oui, alors, d'abord, j'ai été présenté, mais je représente l'Agence du tourisme de la Corse. Donc je vais vous parler de politique publique. Et cette politique publique, elle est mise en œuvre par une agence que vous connaissez pour une grande partie d'entre vous,
mais dont il est bon de répéter et de sensibiliser au fait qu'elle a un côté quand même singulier. C'est une structure sui generis dans l'ensemble français. Elle gère la totalité de la compétence tourisme, ce qui est peut-être le stade le plus avancé de l'autonomie. Ça commence par le tourisme, finalement. En Corse, l'État n'intervient plus. Il n'existe plus de délégation régionale au tourisme. Et entre l'Agence du tourisme de la Corse, chargée de la mise en œuvre de la politique publique du tourisme votée par l'Assemblée de Corse, c'est-à-dire par les Corses, par nous tous, il n'y a pas d'intermédiaire puisqu'il n'y a plus de département. Donc cette politique publique, elle se met en œuvre entre ce bras armé du tourisme qui est l'ATC et les territoires, c'est-à-dire vous et les offices de tourisme. C'est une configuration, ça va revenir plusieurs fois dans mon intervention, mais qu'on nous envie. C'est pas quelque chose d'ordinaire, dans l'ensemble français en tout cas. Le cadre d'intervention depuis 10 ans, c'est donc le PADUC. Le PADUC, il a été voté à la quasi-unanimité de l'Assemblée de Corse, et il met un terme, en tout cas, à un débat trentenaire, celui de quel tourisme pour la Corse. Pour les plus anciens de cette salle, vous l'avez connu. Parfois, il y en a encore des résurgences, pour ceux qui n'ont pas connaissance forcément de ce que dit le PADUC. Mais le PADUC, il dit que le tourisme doit être durable. Il y a 4 piliers. Alors, durable, je rejoins Rémi Knafou, c'est pas la plus grande originalité. On a d'ailleurs pu dire forcément durable. Fondé sur l'identité, deuxième pilier, c'est un peu plus original. C'est pas tous les territoires de dimension tels que la Corse qui se sont donné cette obligation-là, en termes de cadre public. Largement répartis sur l'année et sur les territoires, ça c'est une problématique planétaire du tourisme, celle de la concentration dans le temps et dans l'espace. Donc voilà les 4 commandements du PADUC que nous devons mettre en œuvre, mandature après mandature. Il existe aussi une annexe, numéro 8 précisément, qui est un schéma d'orientation touristique. Donc il y a le PADD du PADUC, avec ses 4 commandements, et le schéma d'orientation, qui lui, est une transposition dans l'espace des grands principes de l'orientation numéro 5. Et je vais vite, parce que j'ai pas le temps, mais c'est bien aussi. Comment est-ce qu'on met en œuvre un cadre comme celui-là? Eh bien, il faut des outils. Et les outils qui nous ont servi à mettre en œuvre ce cadre au cours de ces 10 dernières années, ce sont des signes de qualité, ce qu'on appelle des démarches volontaires, et la plupart du temps, ce sont des labels. Alors, un premier exemple, avec l'écolabel européen pour l'hébergement touristique, c'était un choix de choisir ce label-là, créé par la Commission européenne, diffusé dans les 27 pays de l'Union, donc un label qui a quand même une résonance, et puis une certaine facilité d'utilisation que l'on a encore essayé d'améliorer. Bon, je passe vite, vous savez tous en quoi il consiste, hein, c'est de faire des efforts sur les fluides, l'eau, l'électricité, des efforts sur les déchets, beaucoup de formation, ça va revenir dans tous les labels, la formation c'est central, c'est le pilier de toutes les démarches, les circuits courts, etc. Le résultat, voilà, souvent les cartes parlent mieux que les discours. Vous avez l'état des lieux lorsque nous avons abordé cette démarche, 2021, l'état des lieux 4 ans plus tard, donc un multiplicateur quasiment par 6. D'ailleurs, il faut saluer le Sud-Corse, hein, qui représente plus d'un tiers, 35% précisément, des établissements qui se sont engagés dans cette démarche. Donc, une réponse forte des territoires, une réponse forte des entreprises. Là, vous avez un détail du type d'entreprise, hôtellerie, meublé, camping, etc. C'est-à-dire toutes les formes d'hébergement et toutes les tailles. Ça va des très gros hébergements aux tout petits. Il y a des établissements qui ont une capacité d'hébergement
très très importante, et puis il y a des petites chambres d'hôtes, mais tous se sont engagés derrière l'écolabel européen. Donc actuellement, le nombre d'écolabellisés est de 58, il y en a plus de 25 en candidature, donc on devrait arriver à dépasser les 80 sur l'année 2026, et l'objectif final, c'est de prendre la tête des régions françaises pour le nombre d'échos labellisés dans l'hébergement. Et c'est tout à fait faisable, et nous allons le faire. Nous allons le faire avec des outils, Jean-Christophe Angéline évoquait tout à l'heure, et il a raison, et c'est mon obsession, moi, en tant que chargé de développement, c'est le fait de s'inscrire dans la durée. Il n'y a que ce qui dure qui vaille. Alors pour que ça dure, on se dote aussi d'outils. On a créé un club de l'écolabel, on a créé un outil collaboratif que les établissements utilisent au quotidien pour échanger entre eux, et une plateforme dédiée à la transition écologique. Voilà, il faut donner sa chance à la démarche. Actuellement, la Corse est 3e. On était dernier, hein. On est 3e, et l'objectif c'est d'être premier dans 2 ou 3 ans. Pourquoi? Pas par orgueil, hein. Parce que là aussi c'est le PADUC qui nous demande. Le PADUC, je suis passé très vite tout à l'heure, le PADUC nous demande d'être une destination phare en Méditerranée en termes de transition écologique du tourisme. Et c'est possible. C'est possible à travers différents aspects, j'en ai évoqué un, en voilà un autre, les ports de plaisance, qui peuvent être des équipements structurants générant des pollutions, sont encadrés par un label qui s'appelle Port Propre. En France, dans le cadre français, il y a ce label-là qui est à 2 niveaux, Port Propre et Port Propre actif en biodiversité. C'est un peu comme le tourisme durable et le tourisme régénératif. Actif en biodiversité, ça veut dire qu'on va améliorer l'état du port. On travaille avec des organismes de recherche comme Star Réseau, par exemple, sur ce volet-là. En Corse, il y a 18 ports. Actuellement, 4 sont labellisés, 8 sont candidats, ça en fait 12. Et l'objectif final, c'est 18 sur 18. Bien entendu, ça aussi à 2 ou 3 ans. Un autre aspect, lorsqu'on parle de durabilité, on ne pense pas forcément, on pense à la RSE, donc la responsabilité sociétale, mais il y a aussi un aspect qui est l'inclusivité, qu'Anne-Marie Piazzoli, qui est dans la salle, a développé cette année lors de Green Horizonte. Donc sur l'inclusivité, là aussi il y a des outils. Il y a le label Tourisme et Handicap que nous essayons de promouvoir. Et puis il y a les plages inclusives. Et là, actuellement, enfin, sur la saison 2025, en Corse, il y avait 68 plages inclusives. Je pense que ce n'est pas forcément très su, mais c'est important. Et d'ailleurs, le Sud-Corse, c'est 20%. Tout à l'heure, pour l'écolabel, c'était 35%, et pour les plages, c'est 20%. Le tourisme lent, c'était pas une évidence non plus sur cette décennie. La Corse, c'est une montagne, c'est pas la vallée de la Loire. Pour développer une politique cyclotouristique, c'est un peu plus compliqué. La technologie a fait que le timing était favorable avec l'assistance électrique, et nous avons développé un itinéraire qui s'appelle la GT20 pour grande traversée de la Corse, qui passe par l'intérieur. Dans les 2/3 du parcours, qui fait 600 km, ne passe que par l'intérieur. L'arête dorsale, c'est pour amener des flux sur ces espaces-là, répartition dans l'espace et dans le temps, parce que c'est une activité qui ne se pratique pas en été, bien entendu. Donc structuration de cette activité-là, comme une colonne vertébrale qui ensuite va servir au développement de transversales et de boucles sur chaque territoire traversé. Du tourisme, puisque c'est tout à fait dans le thème, Rémi Knafou l'a évoqué, du tourisme durable au tourisme régénératif, on a entamé une réflexion, que je terminerai là-dessus.
Cette réflexion, on a souhaité la mener en Méditerranée avec des partenaires catalans, italiens, slovènes, croates et grecs. Elle vient de débuter, c'est tout récent, ça n'a que quelques mois. Et on se donne 3 ans pour travailler à un modèle concret. Voilà, arriver à sortir des principes concrets et applicables pour ce tourisme régénératif. Et parmi ces principes, on va les inscrire notamment sous le label des labels. Vous avez, je pense, entendu parler de l'obtention par la destination Corse d'un label qui s'appelle Green Destination, qui est un label international. Green Destination, c'est une fondation qui est dans le giron du Conseil mondial du tourisme durable, le GSTC. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un label à niveau. Il y a 4 niveaux. Nous avons candidaté, nous sommes au 3e niveau. Et l'objectif, bien entendu, pour les 2 ou 3 ans à venir, c'est de parvenir au niveau final, le 4e niveau de ce label. Cette fondation Green Destination a créé une alliance. Alors, en bon français, c'est la Good Travel Alliance. Donc c'est une communauté constituée des membres de Green Destination et d'acteurs de l'économie du tourisme en général à travers le monde. L'ambition de la Good Travel Alliance, c'est de distribuer des produits expérientiels, alors là, qui vont s'inscrire aussi dans cette dimension à volonté régénérative, et pour laquelle ça s'est décidé récemment. J'ai fait la slide il y a quelques jours, puis ça s'est décidé il y a une semaine, puisqu'un accord a été signé entre la Fondation et le groupe Amadeus, qui est la plateforme mondiale de distribution, et qui donc va nous aider à diffuser ces produits et va nous offrir un mode de distribution direct pour ces expériences du voyage. 2 exemples, je terminerai là-dessus. Une qui correspond à votre territoire et que nous avions réalisé avec nos amis de Bonifacio, puisque c'est un produit baptisé Destimed qui était un défi, puisqu'il s'agissait de concevoir un produit de séjour au sein d'une aire marine protégée, la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Nous l'avons fait, il faudra l'améliorer, et désormais nous aurons la possibilité de le diffuser sur cette plateforme. Et enfin, un autre projet en cours, donc celui-là il devrait voir le jour en 2026. Nous avons un partenariat, puisque le 2e commandement de l'État-Duc, c'est valoriser l'identité, un tourisme fondé sur l'identité. Nous avons un partenariat à la fois avec l'ODARC, l'Office de développement agricole de la Corse, et la Fédération des foires rurales, agricoles et artisanales. Ces foires ont fait quelque chose là aussi de singulier, elles ont créé un label. Ce label, c'est la garantie pour les visiteurs de ne trouver que des producteurs sur ces espaces-là. Il n'y a pas de revendeurs. C'est quelque chose d'assez singulier. Donc, à la fois avec le produit de l'Audarc, qui est un produit classique de découverte du terroir, la route des sens authentiques, et les foires artisanales et rurales, nous allons construire des produits de visite pour ces jours, 3-4 jours, à l'occasion des foires et pour la découverte d'un territoire. Il en existe bien entendu un sur votre territoire. Voilà, et je conclurai en disant la chose suivante, je pense que j'ai été un peu long, mais sur cette décennie, ce qui, pour moi, est le plus remarquable, c'est pas, comment dire, la technique, parce que ce que je vous ai présenté, ce sont des éléments techniques, c'est la réponse des Corses, c'est la réponse des professionnels du tourisme, bien entendu, mais des Corses en général. Et en fait, ce que je ressens, c'est que, en tant que technicien,
Ce que je ressens, c'est que, en fait, ce que nous proposons, c'est ce que les Corses ont toujours voulu. Et si on a réussi un certain nombre de choses, parfois avec un taux de réussite assez élevé, c'est parce que ça correspond tout simplement à ce que les Corses ont toujours voulu et qu'ils ont inscrit dans le PADUC. Merci. Sur ce critère de label et aussi sur le fait que la Corse est souvent citée en exemple aujourd'hui. Vous disiez que vous étiez il y a quelques années dernier, aujourd'hui 3e, et que vous visiez la première place. Donc il y a une vraie grosse progression sur ces labels. Effectivement, ça tire vers le haut. Troisième intervenante, du coup, Virginie Picon-Lefebvre. Vous allez devoir conclure tout ça de belle manière, mais on vous a mis en dernier parce qu'on savait que vous étiez la meilleure d'entre nous, c'était aussi pour ça. Je rappelle que vous êtes architecte, urbaniste et professeur à l'ENSA, qui est une école de Paris-Belleville. On a pas mal discuté beaucoup de choses très intéressantes et vous avez aussi un ouvrage qui s'appelle La fabrique du bonheur, que je vous invite à lire, qui est vraiment très 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 bien. Virginie, c'est à vous pour votre présentation. Merci beaucoup. Donc moi je vais aborder D'abord je voudrais remercier Santina Ferracci de l'invitation et la commune et tous les intervenants dans cette organisation. Et puis je vais aborder une notion qui n'a pas été encore utilisée dans cette présentation et je ne vais certainement pas faire une conclusion, excusez-moi, je suis désolée. Non, la ce serait un peu tôt. Ce serait un peu tôt. Donc moi je vais vous parler de la notion d'écotourisme et qui est une notion assez globale en réalité. Je m'en rends compte quand je vous entends parler, enfin les deux premiers intervenants. En fait, écotourisme, ça se décline en écologe, également évidemment tourisme écologique et évidemment tourisme durable. Et cette notion s'est forgée dans en fait, un certain nombre de pays pour répondre à des problématiques que je vais un peu expliquer, un peu revenir finalement sur l'histoire de cette notion. Pour vous donner un peu des dates, en fait c'est une notion qui est apparue à la fin du XXe siècle et 2002 a été déclarée l'année internationale de l'écotourisme. Donc cette notion n'est pas nouvelle, ce n'est pas quelque chose qui est très récent, mais qui s'est développée quand même, on pourrait dire internationalement, de manière suffisamment visible pour qu'on puisse encore aujourd'hui penser que c'est intéressant. Et surtout, elle s'est développée en réaction, je pense que c'est aussi le sujet de cette 5e atelier, en réaction aux dégâts provoqués par le tourisme. En fait, l'écotourisme, c'est un peu la réaction contre ce tourisme de masse, et notamment les impacts de ce tourisme de masse dans des régions difficiles d'accès, ou particulièrement fragiles, comme sont la montagne, évidemment le littoral, ou encore le désert, qui avait été à l'époque le sujet que j'avais choisi de travailler comme chercheur. Donc un autre argument de l'écotourisme, c'est de lutter contre ce qu'on a appelé le tourisme prédateur. Alors qu'est-ce que c'est que le tourisme prédateur? C'est notamment, vous en avez d'une certaine manière parlé, c'est le tourisme dont la gestion et les bénéfices ne restent pas dans les pays d'origine. En fait, il part dans les pays qui sont ceux des grands tours opérateurs, les gestionnaires des resorts, et par exemple, évidemment, on peut citer, sans jeter l'opprobre, mais le Club Med, ce genre de grands opérateurs qui s'installent dans une destination et dont la vente et à peu près tous les bénéfices repartent dans le pays dont ils sont originaires. Et donc les différentes expériences d'écotourisme ont été étudiées, et c'est un peu cette étude et ces recherches sur ces expérimentations, et ont aussi leur bureau d'études. Alors il y en a un qui est particulièrement célèbre qui s'appelle EQI. Et les pays où cette recherche s'est développée sont des pays qui étaient finalement victimes de ce tourisme de masse, dans une certaine mesure, parce que leur population était soit menacée, soit désorientée par les effets et l'impact du tourisme de masse, et notamment un pays qui est un pays continent tout particulièrement qui est l'Australie, avec la question des aborigènes versus en fait les anciens versus les nouveaux arrivés sur ce pays continent.
L'approche qui a été faite a été d'essayer de comprendre quel était ce phénomène d'écotourisme qui s'est développé dans des pays et sur des continents aussi différents que l'Afrique, notamment l'Afrique du Nord et l'Égypte, et ou la Jordanie, et ou l'Australie, encore une fois. On a parlé des Baléares, mais on pourrait surtout parler à l'époque de certaines régions particulièrement menacées, notamment en Afrique subtropicale. Donc c'est quelque chose qui s'est répandu assez vite, donc qui répondait finalement on pourrait dire à une demande. Et donner une définition de l'écotourisme n'est pas si simple. C'est comme le tourisme durable. Mais finalement, il y a un certain nombre de caractéristiques communes. Alors, il y en a 7, je ne vais peut-être pas détailler les 7, mais qui permettent de mieux comprendre en quoi finalement cette approche permet peut-être de compléter ce que l'on a dit sur le tourisme durable. La première approche, c'est que cet écotourisme, il est intéressant, mais pas dans tous les milieux. Il est intéressant dans les milieux déjà très fragiles, et souvent les milieux qui ont été peut-être, d'une certaine manière, un peu à part. C'est pas le tourisme urbain, c'est pas, enfin, tous ces... Le tourisme écotourisme, écologique, doit avoir un impact minimum. L'impact minimum, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, notamment dans les milieux insulaires, alors c'est pas ce qu'on demande en Corse, mais il peut être demandé aux opérateurs de ne pas utiliser du tout les ressources locales, pas l'eau par exemple, de ne pas laisser sur place les déchets, aucun déchet, de produire leur propre énergie et de s'engager par ailleurs, alors là c'est l'ambition de cette notion, à soutenir l'agriculture biologique de la région que les habitants doivent gérer pour leurs propres bénéfices. En fait, c'est une approche qui est aussi très économique finalement. Dans les milieux désertiques, par exemple, qui est le cas des déserts africains, sahariens et marocains, il s'agit de ne pas utiliser du tout le bois local pour faire du feu, car la ressource est limitée et doit être réservée aux nomades, et l'image romantique du feu autour de laquelle se rassemblent les touristes devient donc impossible, si ce n'est difficile à mettre en scène. Alors l'entreprise Voyageurs du Monde, pour vous donner des exemples, je ne vais pas faire spécialement la publicité pour eux, mais ont créé, c'est intéressant, pour répondre à cet écotourisme, des villages temporaires, c'est la notion de temporaire, où l'approvisionnement en eau est apporté évidemment, limité à une dizaine de litres par jour par personne. Les toilettes, bien sûr, se font sans eau, et l'accent est mis sur le bénéfice pour les populations locales, puisque c'est le plus proche du village qui gère l'essentiel du fonctionnement de ces villages temporaires, et notamment la cuisine et la question de la culture passe, et je pense que c'est une approche qui est vraiment très intéressante, passe par l'alimentation, par des produits qui sont cultivés donc par ces villages et qui sont proposés et cuisinés avec les techniques et la culture locale à ces visiteurs qui n'ont aucune activité. Il n'y a pas d'activité qui est proposée. La seule activité, c'est d'être seul dans le désert, dans le silence du désert, et on juge, et les gens qui font ça jugent que c'est suffisant. On en a un peu parlé, je pense. Un autre critère, c'est le troisième, c'est la programmation de sensibilisation à la protection de l'environnement. L'idée, c'est que les gens, sans doute par méconnaissance, en fait, ne sont pas assez formés à ces questions-là. Et donc, cela passe... Bon, le moyen le plus facile, cela passe par des chartes. Alors il y a la charte des visiteurs du désert, il y a la charte de travailler aussi sur l'impact du tourisme sur Angkor, qui est un sujet par millions, hein, les gens qui vont à Angkor, c'est absolument énorme. Donc il y a une charte maintenant du visiteur d'Angkor, notamment sur des raisons culturelles, puisque le site d'Angkor est encore un site religieux, et un certain nombre de touristes trouvaient amusant de se filmer nus dans ces sites, enfin donc ce qui est une preuve totale peut-être de méconnaissance du statut religieux d'un certain nombre de ces sites-là, qui est tout à fait inapproprié, c'est scandaleux. Et donc ils ont trouvé des moyens qui étaient des moyens dont les effets après sont à mesurer. Donc ces programmes ont pour objectif de limiter les comportements et les dégradations des milieux naturels par ces touristes, qui encore une fois procèdent le plus souvent, non pas d'une volonté de nuire, mais d'un manque de prise de conscience qu'il faut évidemment peut-être auquel il faut répondre. Le quatrième critère, c'était la conservation de la faune et la flore, mais ça c'est un critère assez facile à comprendre. On est dans des milieux fragiles, la montagne, le littoral, où les infrastructures sont souvent assez peu calculées, organisées pour des augmentations très brutales liées à la saison touristique.
et surtout consomme des quantités très importantes d'eau. Quand on parle des 15 litres par jour, en fait, un touriste ou un habitant d'ailleurs consomme plutôt 150 litres d'eau par jour que 15 litres. Donc, cette idée de la limitation de l'impact, elle signifie une modification des usages, pas de piscine, pas de douche, etc. etc. Donc, et le principal peut-être point, je pense, c'est les points 5 et 6, qui sont les principaux bénéficiaires de l'écotourisme doivent être les habitants. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, ça filtre d'une certaine manière les opérateurs de ces développements, quels qu'ils soient, les habitants qui doivent jouer le rôle principal. Comment intègre-t-on les habitants dans ces opérations? Effectivement, on peut penser qu'une fois qu'on a des élus, c'est des élus qui prennent des décisions, mais là, c'est plus fort que ça. Comment les habitants, la population locale, doit jouer le rôle principal? Et la question se pose de l'ingénierie financière, parce que, évidemment, si vous n'avez pas accès à des banques, à des prêts, vous ne pouvez pas être acteur. Et donc l'ingénierie financière, mais pas seulement, l'expertise. Alors, je prône pour ma pratique, mais l'expertise que peuvent apporter des architectes, des urbanistes, des paysagistes en matière de construction, d'insertion des projets, sans parler des gestionnaires pour ces projets-là. Bon, bien sûr, le respect de la ou des cultures locales, et le septième, c'est le respect de la Charte des droits de l'homme, c'est surtout, évidemment, pour les pays plutôt en développement. Donc, ce qu'on peut retenir de cette longue liste, excusez-moi, regarde, de cette longue liste, c'est qu'en réalité, ce qui est absolument indispensable pour, si on s'intéresse à cette notion de l'écotourisme, c'est de parler, premièrement, de la protection de l'environnement, deuxièmement, des bénéfices pour la population locale, et troisièmement, c'est un point que vous avez soulevé, l'offre des visites ou d'activités par des guides locaux, pas des guides qui viennent d'ailleurs, des guides locaux spécialisés dans la nature ou la biodiversité ou la culture locale. Alors, je vous dis tout ça de manière très affirmative, mais en réalité, les difficultés d'une approche normative de l'écotourisme, c'est que, selon les pays, cette notion a été interprétée différemment. Il y a un organisme qui s'appelle l'International Tourism Society, qui a été créé en 1990, et qui tente, d'une certaine manière, là aussi, il y a des tentatives de label pour ces gens qui sont dans cette expérience-là. Je voudrais dire deux mots pour conclure sur comment on peut se sortir de cette description en ayant une idée un peu plus claire de ce dont il s'agit. En réalité, quand on regarde ces expériences d'écotourisme, il y a deux pôles entre lesquels on peut classer toutes les autres. Ceux ou celles qui mettent en œuvre des opérations qui sont principalement liées à l'écologie, et ceux ou celles qui mettent en place des expériences qui sont principalement liées à la culture, à l'identité. Donc il y a une sorte d'éco-centralisme d'un côté, ou de culturalo-centralité de l'autre côté, et entre les deux, bien sûr, toute une gradation qu'on pourrait décrire ou apprécier. Alors quels sont les risques? C'était un peu le sujet aussi, hein. Les risques et comment cette approche-là peut s'adapter au Sud-Corse. Les risques, c'est les dangers et les limites de l'approche écologique, c'est-à-dire de sacraliser des territoires à tel point qu'on ne puisse plus y accéder, hein, ça existe, il y a des lieux naturels qui sont maintenant interdits d'accès, donc ça c'est une sorte de... Bon, l'homme n'a plus sa place. Et pour vous donner un exemple de cette approche-là, en Jordanie, il y a énormément de zones désertiques qui ont été avec leurs animaux. Le désert n'est pas un espace vide, leurs animaux, leurs végétaux qui ont été sacralisés, ce qui fait que les habitants qui ont le malheur, on va dire, d'habiter là, ne peuvent plus rien faire. Ils n'ont plus le droit de construire même un petit espace pour faire un restaurant. C'est complètement sacralisé du point de vue de la nature. Et de l'autre côté, donc le danger, c'est la limite de l'approche presque, on pourrait dire, à la fois culturelle et locale. Et de l'autre côté, l'écotourisme est centré sur la question culturelle et identitaire, c'est le régionalisme et le folklorisme, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire autrement que des maisons exactement comme celles qui étaient là, tous les rites, les éléments culturels ne peuvent plus évoluer et sont commercialisés, ce qui peut se passer malheureusement dans un certain nombre de situations où on peut assister à des cérémonies qui n'ont pas lieu d'être des spectacles et qui le deviennent
pour faire des bénéfices là-dessus. Donc l'écotourisme se situe dans une espèce d'équilibre assez fragile entre les aspects écologiques et les aspects plus culturels. Il y a aussi les dangers, et je terminerai par ça, d'une approche technocratique de ces phénomènes. On ne peut pas, sur ces questions-là, avoir une sorte de... C'est ça qui est difficile, je pense, une sorte de guide de comment il faut bien faire ces choses-là, parce que si on fait ça, on risque de figer les choses. Encore une fois, toute l'innovation qu'on peut avoir, et en matière culturelle, les sociétés ne sont pas figées, et en matière de conservation de la biodiversité, reste à inventer. C'est un projet en cours. Une clé d'entrée, c'est, à mon avis, la gestion des ressources alimentaires et la question de l'eau, parce que ce soit des touristes ou des habitants, ces questions-là sont des questions clés, et qu'on en a parlé pour que ce tourisme écologique ne soit pas réservé à des personnes fortunées et pour qu'il soit partagé. Il faut un équilibre, évidemment, entre les habitants et ceux qui viennent les visiter. Voilà, alors pour favoriser cet écotourisme, il faut créer de l'ingénierie, il faut créer de l'expertise, soutenir les initiatives et les fédérer, et faire en sorte que les opérateurs ne se réclament pas d'écotourisme pour faire, une fois de plus, évidemment, un simple argument marketing. Merci Virginie. Alors forcément, il y a beaucoup de questions, hein. On se pose beaucoup de questions. Vous, en tant que chercheur, aussi au professeur Knafo, qui doit être toujours avec nous en visio, moi j'ai une question à vous poser toute simple. Quelle est la singularité de la Corse, du tourisme en Corse, pour vous en tant que chercheur? Virginie ou professeur Knafo, je vous invite à répondre à ça. Moi je peux dire que sur la spécificité de la Corse, je connais mieux la Corse, le sud Corse que la Corse du Nord, parce que ça fait 3 ans que je viens ici avec mes élèves et que notre thème, c'est, en le résumant, on pourrait dire patrimoine, projet, tourisme. Voilà. Et l'idée que le patrimoine est quelque chose de vivant, que les patrimoines, c'est quelque chose qu'il faut continuellement entretenir évidemment, mais qu'on peut aussi continuellement faire évoluer. Donc si on a une vision un peu dynamique de la question du patrimoine, on peut faire des projets. Et c'est pas parce que je suis architecte et urbaniste que je veux absolument faire des projets, mais on sent bien que la pression touristique aujourd'hui est telle sur Porto Vecchio que les habitants ont du mal à se loger. Et nous, on travaille sur les habitants et sur les logements des habitants pour permettre finalement à ces habitants d'accueillir les touristes. Parce qu'à un moment, si c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. S'il n'y a plus que des habitants, il n'y a plus de tourisme. Mais s'il n'y a plus que des touristes, il n'y a plus d'habitants, il n'y a plus d'intérêt aussi à venir visiter le Sud-Corse. Voilà. Pour vous, ça c'est un des risques ou l'une des particularités de l'île? La particularité, c'est que c'est magnifique, mais bon, ça... Ça, on sait plus. Professeur Knafo, vous en pensez quoi de cette singularité de la Corse, pour vous, votre définition de cela? La singularité de la Corse, quand on a un regard historique sur l'évolution du tourisme, finalement, c'est en bonne partie d'avoir échappé aux vagues d'urbanisation qui ont caractérisé un certain nombre d'autres destinations méditerranéennes et insulaires en particulier, bon, les Baléares évidemment, Chypre, Malte, enfin, etc. La Corse, pour des raisons variées, y a en partie échappé, et c'est une chance. À partir de là, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des densifications ça et là, mais c'est une véritable chance pour pouvoir continuer à exprimer sa singularité et conforme, comme le disait M. Moretti tout à l'heure, conforme finalement à ce que souhaitait une majorité de Corses. C'est ça qui me paraît le plus important, et d'où l'importance aussi des questions trajectoires à définir à partir de cet état de fait maintenant. C'est ça, en fait la question qu'on se pose tous, c'est l'avenir de tout ça. Alors, on a parlé beaucoup de labels, mais moi j'ai une question vraiment totalement profane, est-ce que trop de labels tue pas le label? Si vous permettez, avant, je compléterai le propos de Rémi Knafo sur la singularité de la Corse, de la destination corse.
Effectivement, il fait référence aux années terribles du tourisme que la Corse a réussi à traverser, avec des phénomènes, pour utiliser un euphémisme, de résistance sociale. Et aujourd'hui, ce qui la singularise, c'est la nature de son appareil de production. Alors, ça a l'air un peu ésotérique, dit comme ça, mais c'est très simple. La statistique n'existe pas, donc je ne vais pas vous en donner une, mais la quasi-majorité de l'appareil de production appartient aux Corses. Ça n'existe nulle part dans le monde. Pourquoi? Parce que, vous le savez, le tourisme est une activité extrêmement capitalistique. Quand des destinations s'ouvrent au tourisme, ça s'est vu même à Cuba, elles font appel à des capitaux extérieurs. Donc la Corse les a rejetés fortement. Et aujourd'hui, sans doute plus de 90% de l'appareil de production appartient aux Corses. Et les Corses ont, au plus profond d'eux-mêmes, alors ils ne sont pas exempts de paradoxes et de contradictions, c'est peut-être même ce qui nous constitue, mais au plus profond d'eux-mêmes, ils ont cette volonté de préserver la Corse. Et c'est pour ça que ces politiques publiques, sous l'angle que j'ai décrit, trouvent une réponse forte sur les territoires. C'est lié à cette singularité. Effectivement, je vous en prie. Moi, je voudrais dire une chose, parce qu'on parle en des termes feutrés et vous avez raison, mais je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est que le tourisme, et le tourisme à Porto Vecchio, c'est un tourisme balnéaire pour l'essentiel, a tellement fait augmenter les prix du foncier et tellement fait augmenter les prix même des locations qu'une partie des Corses qui voudraient revenir même comme tourisme, parce que c'est ça aussi la particularité de la Corse, je pense que c'est un peu comme la Grèce, si vous me permettez, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie des Corses qui se pensent Corses, qui ne vivent pas à l'année en Corse et qui reviennent en Corse, et je pense que le prix du foncier et le type finalement d'urbanisation, alors vous dites c'est formidable pour les paysages, c'est vrai, mais c'est aussi quelque chose qui exclut une partie de ceux qui voudraient, touristes ou pas, venir en Corse, qu'ils soient Corse ou pas d'ailleurs. Là, je vous laisse répondre. Je ne bouge pas, je ne suis pas Corse. Le tourisme, comme toute activité économique, possède son lot d'avantages et d'inconvénients. Vous venez d'appuyer sur les inconvénients, ils ne sont pas corses, ils sont planétaires. Et là-dessous, il y en a un sur lequel les politiques publiques doivent apporter des réponses. C'est là notre rôle. J'ai évoqué le Paduc pour cette raison-là, parce que la Corse, le Paduc, on parlait de singularité, c'est une singularité. Il n'y a pas de territoire en France qui possède un équivalent. C'est une directive territoriale d'aménagement, le Paduc. Surtout aujourd'hui, avec l'hypertrophie des régions françaises, il y en a de moins en moins. Je crois qu'il n'y en a plus du tout d'ailleurs. Bon, donc ça doit se traduire, la politique publique, elle doit trouver des instruments pour lutter contre ce que vous décrivez, et encore d'autres choses qui font partie du côté obscur du tourisme. Mais pour faire simple, et pour pas prendre trop longtemps la parole, la principale difficulté, c'est cette capacité qu'a le tourisme, capacité négative, qu'a le tourisme à concentrer la richesse. C'est comme ça, c'est une activité qui concentre la richesse à la fois sur une partie réduite de la population et qui concentre la richesse sur elle-même. Et la politique publique doit faire en sorte qu'on la diffuse. Se servir du tourisme pour faire effet de levier sur les autres secteurs d'activité, c'est pas simple, mais c'est possible. Lorsque, c'est des exemples, ne les prenez pas au pied de la lettre, ce que j'ai exposé, mais c'est pour aller dans ce sens. Lorsqu'on fait des partenariats avec les associations de producteurs, évidemment, c'est pour doper des circuits courts. Mais bon, il y a beaucoup plus ambitieux à faire, bien entendu, et c'est possible. Donc voilà, c'est du registre des politiques publiques, sinon on ne servirait à rien. Merci pour vos réponses. J'aimerais revenir également sur les impacts du tourisme.
On en a parlé en termes de flamber les prix sur le prix de l'immobilier et le prix de la location. Et professeur Knafo, vous avez notamment évoqué dans vos définitions de tourisme durable l'impact en termes de carbone. Aujourd'hui, c'est le gros problème, ou pas, professeur, chers amis, l'impact carbone des gens qui viennent de très loin. On a discuté ensemble, un vol transatlantique, c'est 2 tonnes de CO2 pour une seule personne. Si vous prenez une famille, juste à titre de comparaison, une famille de 4 personnes qui descend en voiture depuis le nord de la France ou depuis Paris sur la Côte d'Azur, pour 4 personnes, la voiture va émettre 150 kg de CO2. Donc vous imaginez le rapport, un vol transatlantique 2 tonnes versus 150 kg pour 4 personnes. Je vous laisse répondre. Alors c'est effectivement un enjeu d'avenir tout à fait important, et en particulier pour mettre en rapport finalement la définition des politiques publiques avec la mise en acte finalement. Je me souviens qu'il y a un peu plus de 2 ans, la ministre du Tourisme, qui était alors Madame Grégoire, dans le même temps rappelait quelle était l'ambition au niveau national de la France d'être la première destination touristique durable dans le monde, et une semaine après prenait l'avion pour aller en Chine afin d'inciter l'autorité chinoise à laisser repartir les clientèles chinoises, qui sont les plus rémunératrices en Europe, vers la France. Ça me paraît quelque chose de totalement contradictoire. Donc il va y avoir des choix à faire, parce que effectivement, je ne pense pas que les destinations touristiques puissent se désintéresser de la provenance des clientèles et de la manière dont elles parviennent jusqu'à elles, en particulier quand il s'agit de clientèle lointaine, avec l'avion, qui n'est pas prêt de devenir un outil de déplacement vert, comme on l'a dit trop rapidement il y a quelques années. Maintenant, les constructeurs aéronautiques en sont revenus. Donc on sait bien qu'il y a là un problème lourd, et qui renvoie aussi à la question des inégalités socio-économiques, parce que le tourisme, je le dis souvent, est un miroir grossissant des inégalités. Quand on regarde comment se répartissent les choses, si je regarde une étude récente, 2020, qui a été faite par des scientifiques, qui montre que 1% de la population mondiale est responsable de plus de 50% des émissions liées aux vols commerciaux. On voit bien quel est l'enjeu finalement. Il y a un enjeu qui est très important, et je pense que lorsque des destinations ambitionnent à l'échéance de 2030, de 2040, un zéro carbone, en général, elles ne prennent pas beaucoup ou suffisamment en compte cette question qui est cruciale de la provenance des clientèles lointaines. Alors j'y ajoute que la question d'être... Ça n'est pas le cas d'ailleurs de la Corse, mais puisque les clientèles de la Corse sont pour l'essentiel des clientèles proches. Mais les destinations qui sont tributaires de marchés lointains ont des soucis à se faire, pas seulement pour les questions d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, ça nous a été rappelé à l'occasion de la pandémie de Covid, finalement, la fragilité du système international touristique, qui est de plus en plus dense, de plus en plus connecté, mais de plus en plus exposé de ce fait aussi aux pandémies suivantes qui ne manqueront pas d'arriver. Je vais juste faire un petit, après je vous laisse reprendre la parole. Un vol Paris-Ajaccio ou Paris-Figari, c'est 500 kg par personne en termes de CO2. Virginie, je vous en prie. Oui, donc moi je voulais repartir sur cette question du CO2 et du mode de transport. Moi je pense qu'une destination touristique, c'est pas seulement, évidemment ça compte, mais pas seulement les moyens que l'on met pour y aller, mais les moyens qui sont consommés en CO2 pour tout ce qui vient pour alimenter, construire, et je ne sais pas si vous savez, mais la construction est bien pire que le trafic aérien en termes de production de CO2. Et qui dit tourisme durable ou pas d'ailleurs, écotourisme ou pas, dit à terme il faut construire, aménager les infrastructures. Ce ne sont pas malheureusement pas seulement les aéroports, ce serait trop simple, ce sont les routes, ce sont les ronds-points, ce sont les supermarchés et tout le système de fabrication qui malheureusement en l'état des choses consomme énormément, produit plutôt énormément de CO2. Et moi je pense qu'une destination durable devrait, c'est pour ça que j'ai un petit peu parlé de ça, mais devrait se poser davantage la question
de l'aménagement, un peu comme les paillotes si vous voulez, je sais que le sujet était chaud, mais de choses temporaires qui sont construites quand on a du monde et qui sont démontées et stockées quand on en a moins. De limiter la consommation en eau pour éviter d'avoir toute l'année à entretenir des réseaux qui ne servent pas la population qui, elle, est là toute l'année et qui coûtent extrêmement cher à ceux qui sont là. Oui, il y a dans cette question de la prise en compte de la consommation, de la production de CO2, je pense qu'il faut élargir en fait. Et si on veut vraiment être une destination durable, il faut que les choses que l'on consomme soient produites sur place. Et moi je pense qu'il y a une vertu en ce moment, il y a une chose très vertueuse qui se passe en Corse, où de plus en plus de jeunes architectes, moins jeunes, utilisent des matériaux, autant d'utiliser des matériaux locaux, et ça a à voir avec le tourisme. Parce que si vous habitez dans un bâtiment qui est construit en parpaing, la production de CO2, elle sera considérable pour construire votre maison. Alors que si vous construisez avec du bois local, eh bien cette production va s'effondrer durablement. Vous voyez ? Je pense que la question d'où viennent les gens n'est pas la seule à prendre en compte. Bien évidemment. Alors, on en avait aussi parlé, la climatisation, c'est un vrai problème en termes de CO2. Ça, vous m'avez dit, en tant qu'architecte, c'est une plaie. Ça, je pense que c'est pas forcément le sujet à mettre sur la table tous les jours, mais c'est quand même un sujet très important. Non seulement la climatisation, évidemment, elle est produite, les appareils sont produits le plus souvent en Chine, je ne sais pas si vous le savez, donc il faut les transporter, mais ensuite il faut les installer, ça, ça va, mais ils produisent de la chaleur pour produire du froid. À une certaine échelle, si des gens continuent à construire des maisons alors que c'est obligatoire de l'isoler, mal isolées, eh bien ils vont devoir climatiser, et on sait qu'on n'a pas parlé encore aujourd'hui du réchauffement climatique, mais ce réchauffement climatique va forcément affecter la manière dont les touristes vont supporter ou pas cette chaleur, et donc il est crucial, si on veut limiter, puisque c'est votre sujet, la production de CO2, de construire de manière à ne pas avoir à se servir de climatisation. L'intitulé de notre table ronde, c'est le tourisme durable et après. Donc vers quoi faut-il se tourner? Je vous pose la question à tous les trois. Pour s'inscrire dans ce tourisme durable et d'aller... Moi, si je définis le tourisme durable comme étant ancré vis-à-vis de ce que les populations sont capables d'imaginer, et je pense que c'est quand même intéressant de se poser cette question-là, parce que, alors je ne sais pas que tu dois faire ça si c'est au niveau communal, au niveau régional, au niveau de la collectivité, mais il faut créer de l'ingénierie pour aider les gens. On ne peut pas imaginer que... Donc ça passe par l'ingénierie, ça passe par la technologie? L'ingénierie, c'est pas de la technologie. Hein. L'ingénierie, c'est comment faire, par qui. Et le label, c'est une chose qui peut couronner ça, mais comment encourager les gens à faire des investissements nécessaires. J'imagine que la question a été posée. Hein. Oui, je vous confirme. Je reviens sur la question, le tourisme durable, et après, on peut l'appréhender sous des angles différents d'ailleurs. Déjà, est-ce que c'est synonyme de qualité, le tourisme durable? De qualité, bien sûr, puisque on va essayer de faire en sorte que l'impact environnemental soit moindre. On va essayer de faire en sorte que l'effet de levier qu'on évoquait tout à l'heure sur les autres secteurs d'activité, l'agriculture notamment, soit plus important. On va essayer de faire en sorte que, en tout cas, je parle de la Corse, mais c'est valable pour les autres destinations bien entendu, on va essayer de faire en sorte que l'identité ne soit pas une incantation, ne soit pas ce que vous évoquiez tout à l'heure, d'ailleurs ça a été évoqué, ne soit pas une folklorisation, surtout pas. Ça, on va revenir sur la troisième table ronde, et c'est très important de le souligner, effectivement, c'est pas une réserve d'Indiens. La folklorisation, c'est l'ultime injure que l'on fait à la culture qu'on a tuée. Quelqu'un a dit ça. Oui, donc la qualité étant un terme à spectre large, oui, évidemment, c'est une démarche qui s'inscrit dans la qualité, bien entendu. Professeur Nafo, pour conclure, après on va attaquer les questions-réponses de l'assistance. Pour vous, vers quoi faut-il se tourner? Et je crois qu'il faut se tourner vers la recherche d'équilibre. Le système touristique mondialisé tel qu'il existe est un système alimenté par une croissance exponentielle toujours plus, qui paraît déraisonnable à tout point de vue et à toutes les échelles.
Donc ce qui me paraît important, c'est à l'échelle des territoires, puisque là il s'agit des destinations, des territoires, et pas de parler de l'ensemble du système touristique mondialisé qui n'est pas régulé et qui n'est pas près de l'être. Ce qui me paraît important pour ces territoires, c'est de rechercher un nouvel équilibre en renonçant à ce qui a été jusqu'à présent le moteur du système, c'est-à-dire la croissance immobilière, l'urbanisation à tout va, l'artificialisation des sols et tout ce qui a avec tous les effets sur notamment le réchauffement climatique. Donc définir ce que j'appelle des territoires d'équilibre, c'est-à-dire des territoires qui entendent toujours bien vivre du tourisme, mais à la condition de respecter un certain nombre d'équilibres et de retrouver finalement la définition de départ du développement durable, c'est-à-dire orienté vers un développement qui ne compromette pas le sort et les décisions à venir des générations futures. Moi, je pense qu'on peut essayer d'aller plus loin, parce que je pense qu'on peut aussi demander au tourisme, on a parlé tout à l'heure du chômage, on a parlé tout à l'heure, on peut demander au tourisme de nourrir littéralement, culturellement, parce que c'est quand même un échange culturel aussi, d'accueillir des gens, culturellement et matériellement, une économie locale. Et ça, je pense que c'est cette articulation. Moi, dans les expériences que on m'a racontées, on raconte dans les colloques sur ces sujets-là, c'est il faut inventer de nouveaux lieux de rencontre où les gens qui viennent et ceux qui sont là se parlent. Ça ne veut pas être simplement une mauvaise cohabitation. Et je pense que dans les critiques qu'on a contre le tourisme, des gens qui restent trop dans leur villa et qui... un tourisme... C'est le manque d'échange avec les gens. C'est le manque d'échange aussi. Je pense qu'un du sujet aussi, ça se fait où? Ça se fait comment? Et vous avez parlé tout à l'heure des producteurs, mais bien sûr, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des fêtes collectives qui incluent ceux qui viennent et pas simplement ceux qui sont là? Et le contraire aussi. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est finalement que les touristes qui sont intéressés et les habitants ne le sont pas? Mais c'est très intéressant et on va revenir effectivement un petit peu plus tard sur la troisième table ronde, notamment sur ces identités, sur encore ce qui est une identité très forte et les échanges entre les gens de l'île et les autres. Si vous voulez bien, on va commencer aussi les questions de l'assistance. Alors il y a un micro, il faut juste lever la main. Le micro il est là et on est prêt pour répondre à vos questions. Allez-y. Alors on va vérifier. Il y a un petit bouton rouge en dessous, il faut que vous ayez l'aide rouge allumée. Merci, excuse-moi. C'est un problème technique. J'écoute avec un grand intérêt tous vos exposés magnifiques. En plus, je profite parce que mon ami Régnier Nafo est là devant, et donc c'est un plaisir. Alors je vais vous présenter, vous êtes Michael Segui-Yenas, qui est professeur à l'Université des Baléares, et vous serez l'un des intervenants sur la prochaine table ronde. Voilà, c'est pour ceux qui ne vous connaissent pas. Merci. Sur ce débat, je crois qu'on a oublié une chose, c'est que les touristes sommes nous. Donc si on ne change pas la mentalité des gens, on a beau parler d'écotourisme, n'importe quoi, ça ne change pas les choses. Maintenant, l'humanité cherche de temps de loisir. Il n'aime que le loisir. Il évite de travailler, il veut limiter ses emplois de temps pour profiter de loisir. Ce loisir, quand ça passe à distance, ça devient tourisme. Donc, si l'humanité veut plus de temps de loisir et veut profiter de tourisme, on est dans un cercle vicieux qu'on ne peut pas s'en sortir. C'est-à-dire qu'on a beau à limiter, à mettre des conditions, à faire tout ça, mais c'est les personnes même qui aiment voyager et qui veulent voyager et qui veulent partir. Et qui va le freiner? L'unique problème, c'est l'argent. Donc, si on devient de tourisme pour des milliardaires, on n'a pas gagné rien comme société. Et donc je crois que le grand défi que nous avons, c'est de réfléchir avec l'utilisation de ce temps libre, de ces loisirs, que c'est le premier but, d'après les enquêtes que nous avons menées, de notre société actuelle.
Tout le monde rêve de faire des voyages. Donc, de polluer. Donc, de consommer de l'eau. Donc, de produire des ordures. Pour ça, la question « et après », pour moi, c'est limite à dire ça dépend de la société en global, en ensemble. Soit elle décide de ne pas bouger et de rester dans ces bons endroits et faire de la randonnée à pied, et comme ça, on évitera tous ces problèmes. Ou si les gens veulent voyager et ils ont le moyen, ils vont voyager, et comment les freiner? Pour revenir là-dessus, c'est effectivement intéressant. Donc c'est un changement de mindset, mais du coup, on fait quoi? On crée des règles, on impose aux gens d'avoir un quota de voyage par an, un taux de CO2, un grammage de CO2 à l'année. Il y a plein de choses à imaginer. Mais on va revenir là-dessus, c'est vraiment très intéressant. D'autres questions dans l'assistance? Ok, là je le verrai. Si jamais tu me dis quand Alors, moi j'aurais une question. Donc vous parliez par rapport... Est-ce que vous pourriez à chaque fois vous présenter, comme ça on sait, ça serait sympa. Je me présente, donc Mathieu Thomas, étudiant en Master 2 en tourisme. Donc je vais vous poser une question par rapport, donc comment accueillir les personnes, parce que comme il a dit donc l'intervenant du Bayard, le problème c'est toujours un peu l'argent, la fortune, etc. Mais le principe de quelque chose d'écologique, tout ce qui est comme ça est très intéressant évidemment, mais comment permettre à une personne qui n'est pas fortunée de pouvoir profiter de quelque chose qui va forcément avoir un coût de production plus élevé. Parce que sinon, ce serait quelque chose où il faudrait changer le tourisme, avec, comme il disait, sur un temps beaucoup plus... diminuer le nombre de voyages et faire que quelqu'un qui a un salaire médian de type de SMIC, qui voyage moins par an, mais fasse un gros voyage tous les 5 ans, quelque chose comme ça, pour plus profiter. Mais dans ce cas-ci, il y a une différence, et les fortunés, eux, rien ne changerait, parce que grâce à leurs sous, ils pourront profiter de 2 temps de voyage, tandis que les personnes moins fortunées, ils auraient toujours à calculer, et ça permettrait de créer une valeur, en parenthèse, mais c'est toujours limité à un certain nombre de personnes qui seront les plus riches. Oui, moi je pense que vous mettez le doigt sur une question importante. On a beau jeu de dire les aménagements des années 60-70 sur la côte aquitaine, sur la côte du Languedoc, ont modifié durablement, etc. Mais ils étaient faits effectivement pour des gens moins fortunés. Donc ce que je crois, c'est que d'une part, on ne peut pas parler du... Vous savez, quand vous êtes dans cette formation-là, la première chose qu'on vous dit, c'est qu'on ne peut pas parler du tourisme sans dire il y a des touristes, et que entre les vieux, les jeunes, les argentés et les désargentés, il y a autant de questions et de lieux d'hébergement qui ne sont pas adaptés. Moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des hybridations de plus en plus importantes entre les gens qui prennent leur retraite, par exemple, qui sont finalement en assez bonne santé et qui vont Corse, par exemple, et qui reviennent dans un endroit qui était auparavant un lieu de vacances. Et puis, il y a ceux qui vont venir une semaine par mois pour travailler, et leur travail, il est je ne sais où dans le monde, et ce n'est pas des habitants normaux, ce n'est pas des résidents, mais ils sont là quand même très souvent. Bon. Et toutes ces hybridations, il ne faut pas oublier, et c'est le propre aussi, on pose la question, le propre de le Sud-Corse, c'est qu'il y a le tourisme balnéaire, il y a le tourisme de montagne, et effectivement, les gens qui viennent en randonnée ont un impact, évidemment ils en ont un, mais c'est quand même nettement moins important. On peut penser qu'en plus ils sont venus en bateau parce qu'ils sont pas pris d'argent, j'en sais rien, parce qu'aujourd'hui, je sais pas, je l'avais vu l'article des Échos récents, en fait c'est les jeunes qui prennent le plus d'avions maintenant, parce que ça coûte moins cher de prendre un avion que de se taper l'essence en autoroute, ensuite prendre le bateau, se retrouver, etc. Et il faut une voiture, etc. Alors que, en tout cas à Paris, plus personne n'a de voiture. C'est un peu simple de dire ça, mais pour les jeunes c'est vrai. Ça les fait plus rêver. Donc si vous voulez, il y a autant de situations que finalement de classes de population et de leur culture, et c'est vrai que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de vouloir passer 2 semaines à crapahuter et à loger dans un refuge, mais il faut peut-être développer les refuges. On nous a dit par exemple
que l'été, là-haut, à Cartalavone, il n'y a pas de place pour il n'y a pas assez de place pour les randonneurs. Bon, et que du coup, ils sont, je ne sais pas, où ils ne viennent pas, où ils ne reviendront pas, où ils se débrouillent, mais manifestement, il y a des choses qui restent à faire pour des gens qui ne sont pas des milliardaires qui vivent dans une maison vue sur la mer un mois par an. Une autre question, on va devoir un petit peu accélérer parce que, aussi en termes de questions-réponses, surtout sur vos réponses. Pardon, Je excusez-moi. suis désolé, non mais après, Désolé. on pourrait, mais après en plus on a les ateliers cet après-midi, donc si vous avez d'autres questions avec les ateliers, ce sera plus simple. Mais je vous en prie, il y a une question tout en haut. Lisa Poupogne, doctorante en géographie. J'avais une question un peu en soubassement de ce qui a été abordé. Quel modèle de tourisme pour la Corse? Mais est-ce qu'on se pose vraiment la question de quel modèle de gouvernance du tourisme pour la Corse? Parce que Jean-Louis, au début, a évoqué la DATAR. En fait, on est passé de la mission interministérielle pour le tourisme à une sorte d'éclatement des compétences de l'échelle régionale, intercommunale, communale. Vous avez parlé des territoires, mais sous forme d'entités, montagne, littoral, pays, communauté. Et donc, je trouve qu'en Corse, on pose pas assez la question de quelles compétences, sachant que le tourisme, c'est une activité transversale qui vient influer dans tous les domaines de gestion et dans toutes les problématiques de gestion, que ce soit la ressource, l'identité, vous en avez parlé. Et donc, est-ce que la Corse n'est pas encore en train de chercher son modèle de gouvernance du tourisme avant de parler de quel modèle de tourisme? Jean-Louis, je pense que c'est pour vous. Sans trop mouiller, hein. Je dis ça comme ça, A priori, je le sens comme ça. A priori, bon, Lisa, je vais redire ce que j'ai déjà dit. On nous envie notre modèle. Si tu parles avec d'autres régions en France, nous qui ne sommes pas une région d'ailleurs, mais pour ce qui est des régions françaises, on nous envie notre modèle. Nous, la politique publique, elle est simple. Ça ne veut pas dire qu'elle est facile, hein, mais son schéma est simple. L'Assemblée de Corse vote un cadre normatif. L'agence du tourisme, puisqu'on parle d'elle, est chargée de le mettre en œuvre. Et entraîner les territoires, il n'y a rien, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est directement le territoire. Donc l'Interco, avec ses offices. Voilà, ce modèle-là, il est ultra simple. C'est un modèle descendant et ascendant. Sinon, on n'est pas bien s'il n'est que descendant. Il est ascendant, par exemple, l'agence du tourisme propose aux territoires, aux offices de tourisme intercommunaux, des contrats. Donc le contrat, c'est vraiment le type même de processus intermédiaire entre ce qui descend du chef de file et ce qui remonte du territoire. C'est un vrai processus dit de développement local. Avant, on disait comme ça. Merci pour la réponse. On va passer à la deuxième, allez, une dernière question. Et après, il faut vraiment, parce que sinon ça va être... après, vous allez m'en vouloir, on va finir beaucoup trop tard. Je fais rapide, promis. Antoine Canogne, je suis responsable de la cellule environnement et développement durable, c'est la mairie de Porto Vecchio. Moi, c'était pas vraiment une question, mais plus un petit point à rajouter. Quand on parle beaucoup d'émissions de CO2, de l'impact du tourisme, on a tendance à globaliser ça et à éluder un peu la question de l'impact direct du tourisme sur les écosystèmes très locaux, que ce soit la pollution, je dirais plastique, etc. On l'élude un peu, on parle du CO2 qui est évidemment très important, je ne vous l'apprends pas, mais c'est à une échelle globale, mais les écosystèmes ils se trouvent aussi à notre échelle très locale chez nous, et on le voit encore plus en Corse, sur une île où cet impact il se fait ressentir très très fort, notamment en période estivale. On le voit avec la pollution, énormément de circulation, énormément de déchets sur les bords de route, et cet impact il se doit, vers le tourisme durable, d'être réduit au fur et à mesure du temps. Il doit y avoir, à mon sens, des actions qui doivent être réfléchies dans ce sens-là aussi. Pas simplement à une échelle de l'avion, mais quand on prend par exemple les bateaux, on a aussi l'impact direct sur le milieu qui est induit par ces circulations. La voiture a un impact direct sur le milieu, que ce soit la pollution sonore, la pollution des gaz à effet de serre, etc. Donc je pense qu'il est important aussi de parler des écosystèmes et de l'impact du tourisme sur les écosystèmes très locaux, directs, et pas simplement indirects. Merci. Merci pour cette précision. Peut-être, professeur Knafo, pour conclure cette table ronde, par rapport à ce que vient de dire monsieur sur le tourisme, c'est pas une activité qui est neutre, forcément, il y a un impact sur la région qui est visitée. Comment on fait? Comment on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser tout ça?
Ce qui vient d'être dit est tout à fait juste et conforte l'analyse du géographe que je suis, c'est-à-dire qu'à chaque échelle, il y a un diagnostic et des éléments de solution. Et le tourisme est une activité maintenant planétaire, avec une puissance qu'on n'a jamais connue. C'est d'ailleurs l'activité humaine la plus ubiquiste, la plus répartie à l'échelle de la plus largement répartie à l'échelle de la planète. Donc il y a là un système touristique à l'échelle planétaire qui nous surmonte, qui nous gouverne, qui nous surplombe, pardon, qui nous gouverne, et qui est un système qui est très peu régulé. Ce qui me paraît intéressant, c'est de constater qu'ensuite il y a le niveau des États qui sont les uns contre les autres en compétition, puisque le système touristique mondialisé organise la compétition entre les États, et c'est à l'intérieur des États, les niveaux qui me paraissent les plus déterminants pour pouvoir agir concrètement sur l'évolution du tourisme, que se situe l'enjeu principal, c'est-à-dire le niveau infranational, le niveau régional, et plus encore le niveau des territoires touristiques, parce que là, il y a des marges d'action, et c'est toute la responsabilité qui est confiée à ceux qui en ont la charge. Merci, professeur Knafo. Virginie. Oui, moi je voulais juste dire qu'il y a quand même des bonnes pratiques, parce que, en fait, puisque vous nous demandez qu'est-ce qu'il faut faire, il y a quand même des solutions, il y a quand même des bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques sont étudiées et je pense que partie des gens qui sont là le savent et qu'il faut, je ne pas les copier, mais il faut les interpréter, il faut les réutiliser, et ces bonnes pratiques, elles sont à des échelles très différentes, mais je n'ai pas c'est pas le lieu pour en parler aujourd'hui, mais il existe des solutions. Voilà. On aura les ateliers pour ça. Merci à tous les trois, professeur, merci Virginie et Jean-Louis. On peut les applaudir. Merci pour eux. On va faire le changement avec la deuxième table ronde.